Bonjour et bienvenue à tous pour votre émission Disputandoum. 12 millions de Français sont en situation de handicap. Pour ces personnes, l'accès à l'emploi peut être difficile. À l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, coup de projecteur dans cette émission sur des travailleurs en situation de handicap et sur leurs employeurs en Nouvelle-Aquitaine. Quelles sont les avancées, mais aussi les difficultés, les freins à l'emploi quand on a un handicap? Quels dispositifs et quelles aides peuvent être mises en œuvre pour aider à l'aménagement d'un poste? Quelles sont les raisons d'espérer qu'un jour le handicap ne sera plus du tout un frein à l'emploi? Pour en discuter, plusieurs invités. Bonjour à tous. Antoine Duverneuil, vous êtes directeur de Cap Emploi pour la Haute-Vienne. Bonjour. C'est un service qui accompagne les employeurs et les personnes handicapées. Jaouen Fétis, bonjour. Bonjour. Vous êtes employé à la mairie de Vers, Oui. petite commune de la Haute-Vienne. Vous êtes en situation de handicap. Et puis on a aussi un couple employeur-employé avec vous deux mesdames, Véronique Botoul. Bonjour, vous êtes gestionnaire RH pour les porcelaines de la Fabrique à Saint-Brice-sur-Vienne. Et vous êtes accompagné de Frédérica Simon. Bonjour. Frédérica. Garnisseuse en céramique pour les porcelaines de la Fabrique en situation de handicap également. Et puis Anthony Garato. Merci d'être là. Vous êtes agent de collecte pour l'entreprise ID Vert. Vous êtes également en situation de handicap. Nous rejoindra tout à l'heure Jérémy Adjei Boadi qui travaille avec vous, Anthony, qui est responsable commercial chez ID Vert. Anthony, d'ailleurs, comment est-ce que vous avez été confronté au handicap? C'est arrivé, vous étiez assez jeune. Oui, ça arrive en 2012, j'avais 13 ans. Oui. Donc j'ai ce qu'on appelle une maladie de Crohn que tout le monde a, une inflammation des intestins. Oui. Et qui peut se développer plus ou moins, effectivement. C'est ça, moi ça s'est déclenché dû à un choc émotionnel. Mon père qui a eu un accident de voiture. Donc depuis ce moment-là, j'ai eu un peu de difficulté à suivre les cours par rapport aux hospitalisations, et les soins, les examens. Il y a eu plein de choses qui ont un peu dérangé. Du coup, j'ai fait des petites formations à la mission locale qui m'ont permis de m'inscrire aux boîtes intérim, commencer en intérim chez ID Vert. Le travail m'a plu et après le patron qui m'a proposé un contrat en CDD. On reviendra vraiment sur votre parcours dans l'emploi. C'est un petit peu pareil pour vous, Jaouen. Le handicap, il vous est un peu tombé dessus quand vous étiez enfant. Oui. Encore plus jeune qu'Anthony. Oui, elle a 11 ans. Ouais. 9 ans. Parce que j'ai une tumeur au cervelet, je me suis fait opérer 2 fois. Donc une première fois à 9 ans et une deuxième fois à 11 ans. Donc quelques séquelles quand même, et puis beaucoup de rééducation. Et mon parcours de travail par la suite. Ouais. Alors, la situation est finalement un petit peu pareille pour vous. Vous avez finalement grandi avec vos handicaps respectifs et vous êtes entré sur le marché du travail. On va revenir vraiment sur cette entrée sur le marché du travail et les emplois que vous avez réussi à trouver. Frédérica, c'est un petit peu différent pour vous. Comment vous avez rencontré le handicap? En fait, moi, c'est une maladie invalidante. J'ai une spondylarthrite ankylosante et plus une fibromyalgie. À quel âge? Donc, il y a à peu près, c'était détecté à peu près il y a 5 ans à peu près. Donc, vous étiez déjà en situation d'emploi? Voilà, j'avais un emploi et du coup, avec les problèmes de santé, j'ai perdu mon emploi, je suis passée en inaptitude. Donc, la maladie, en fait, fait l'inflammation de toutes les articulations et les tendons du corps. Fibromyalgie, c'est plus la sensibilité à la douleur, et manque d'attention, ce genre de choses. Donc on verra pourquoi effectivement vous avez été obligé de vous reconvertir, de changer d'emploi. Lever les préjugés liés au handicap dans le monde du travail, c'est vraiment le but de vos témoignages aux uns et aux autres aujourd'hui. Antoine, c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées au niveau européen, avec pas mal d'actions mises en place. Il y a vraiment ces préjugés, beaucoup de préjugés encore à lever, qui ont la peau dure finalement. Oui, nous, c'est notre enjeu au quotidien de faire lever ces préjugés, aussi de sensibiliser les employeurs, mais même le grand public au handicap, sur le handicap visible et invisible. Il y en a beaucoup qui sont invisibles en fait. En effet, il y a entre 80 et 85% des personnes qui sont en situation de handicap qui ont un handicap invisible. C'est une part importante des personnes et nous, notre rôle au quotidien, c'est vraiment d'accompagner tout le monde pour lever ces préjugés. C'est quoi une personne en situation de handicap, si on peut le définir?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait de réelle définition, tellement les situations sont plurielles. Il y a des personnes qui sont en situation de handicap depuis la naissance ou depuis la plus tendre enfance, et d'autres personnes qui ont eu des accidents de parcours, des accidents de vie, des problématiques et des maladies qui se sont déclenchées, qui aujourd'hui leur provoquent des restrictions à un poste de travail où on rencontre des situations handicapantes. En tout cas, ce qu'il faut dire, et j'aimerais que tout le monde le retienne, c'est qu'une personne sur deux est ou a été ou sera concernée par le handicap dans sa vie active. C'est énorme, ça veut dire que finalement ça nous concerne tous, directement ou indirectement. En effet, et pour étayer un petit peu plus, aujourd'hui, sur le territoire de la Haute-Vienne, 10% des demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi sont en situation de handicap et ont une reconnaissance administrative de leur handicap. Donc le handicap est présent parmi nous et tous les jours, et c'est pour ça que nous œuvrons au quotidien à lever ces préjugés. On reviendra aussi un peu sur les chiffres, sur la reconnaissance quand on a un handicap, comment être reconnu travailleur handicapé. En quelques mots juste, Antoine, avant de regarder un reportage, il y a une loi qui a évolué. Il y a la loi cadre de 1975 qui a été importante, et puis la loi cadre de 2005 qui a été importante. Quelle est la grande évolution finalement quand on regarde avec un peu de recul ces lois? Alors, il y a eu une loi intermédiaire, celle de 87, qui est la première loi sur l'emploi des personnes en situation de handicap et qui a instauré l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés pour les entreprises de 20 salariés et plus, et qui a été étendue à 2005 aux employeurs publics. Donc, ça a été une principale évolution. Mais aujourd'hui, outre cette obligation d'emploi, on est vraiment sur une dynamique d'inclusion. C'est-à-dire, même si il y a une obligation, on essaie de dépasser cette obligation-là et de vraiment inclure au maximum les personnes en situation de handicap dans la société. L'inclusion, ça veut dire que si j'ai un handicap, il n'y a pas un emploi qui est réservé pour moi qui suis handicapé. On essaye d'aller en milieu ordinaire le plus possible. Il y a une priorité sur le milieu ordinaire, même si ce n'est pas exclusivement et pour toutes les personnes la solution unique. Oui, il existe notamment les entreprises adaptées. On en parlera tout à l'heure, notamment avec l'entreprise IDVER, avec Anthony et Jérémy. Je voudrais d'abord qu'on regarde un premier reportage pour une première illustration de notre thématique aujourd'hui. On va partir à Poitiers avec ce reportage de Sophie Gou et Xavier Richard qui a été réalisé il y a quelque temps, mais toujours vraiment d'actualité. Quelques gestes peuvent parfois suffire pour se faire comprendre. Frédéric est sourd et il travaille avec des entendants. Comme Steve, la directrice de l'entreprise, mère d'une enfant sourde profonde, maîtrise la langue des signes. Avec les autres, comment vous communiquez? Voilà. Frédéric, il lit sur les lèvres. Il faut savoir que Frédéric est moins sourd que Steve. Voilà. Et lui, Steve, il écrit. On apprend des signes tous les jours, on apprend, mine de rien, ils font leur travail comme un ouvrier lambda, et ça c'est très important et c'est bien. Voire même plus appliqué, parce qu'ils sont plus concentrés, Donc c'est très intéressant de travailler avec eux. Tous deux ont été recrutés dans l'entreprise Fabrix, spécialisée dans la menuiserie métallique. Donc en fait, ça n'a pas été très compliqué parce qu'il était à l'école. Ensuite, il a fait des stages, il cherchait, il est arrivé directement chez Fabrice. Ils ont aussi eu la chance de rencontrer une chef d'entreprise sensible au handicap et à l'intégration. La mixité, dont le handicap, est une richesse parce que les problématiques auxquelles nous faisons face sont de plus en plus complexes et nécessitent, de mon point de vue, le fait d'avoir toutes les intelligences réunies, tous les points de vue réunis, pour pouvoir trouver la solution la plus performante, la plus efficace par rapport au problème du moment qui nous est donné. Pourtant, tous les chefs d'entreprise ne voient pas les choses ainsi. Les personnes handicapées sont plus touchées par le chômage que les autres travailleurs et elles restent plus longtemps sans emploi. À compétences égales, le handicap est un frein à l'embauche. Pour un employeur, sa recherche, et ce sont nos propos auprès d'eux, sa recherche, ce sont des compétences et de la motivation. Donc, que la personne soit en situation de handicap ou pas en situation de handicap, elle apporte des compétences, des savoir-faire, et elle apporte sa motivation, son souhait d'intégrer une entreprise. Valérie a travaillé en usine sur des tâches répétitives, trop longtemps pour ses articulations. Elle est désormais une salariée handicapée dans un garage à Civray.
Vu mon âge et vu l'emploi, c'est pas facile. Donc je m'étais dit peut-être que ça va aider à trouver, que quelqu'un me fasse confiance. Parce que même aller faire du ménage chez les gens, j'aurais bien voulu me reconvertir dans n'importe quel métier, peu importe, mais je ne pouvais plus. Le ménage, c'était pas possible non plus. L'aménagement de poste concerne à peu près 20% des situations de recrutement pour un employeur. Puisque la plupart du temps, effectivement, les compétences et justement la possibilité, les capacités restantes de la personne en situation de handicap lui permettent d'accéder à des postes sans aucun aménagement. La loi contraint les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher au moins 6% de travailleurs handicapés, un seuil que beaucoup d'entre elles n'atteignent pas, mais elles doivent cependant payer une contribution financière au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. Alors effectivement, c'est bien de rappeler cette loi, vous l'avez fait aussi Antoine. Il y a certaines entreprises qui préfèrent payer une taxe à la GFIP notamment, parce qu'elles n'embauchent pas les 6% de personnes handicapées. À quoi sert cet argent ? Alors, l'argent est redistribué pour favoriser l'insertion ou le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Alors, soit en finançant, par exemple, les Cap Emploi, ou en finançant des dispositifs et des aides à destination des employeurs ou des personnes en situation de handicap. Alors, quelques chiffres, 3,8% des entreprises privées seraient en conformité avec ce seuil des 6%, et 5,6% de la fonction publique. Ça fait pas beaucoup, ça fait une belle marge de manœuvre. Oui, il y a encore une forte marge de manœuvre pour atteindre cette obligation d'emploi auprès de l'intégralité des employeurs, même si on voit que la fonction publique, on y est presque. Il y a près d'un établissement sur deux qui n'a pas atteint ce quota-là. Donc, c'est vraiment notre cheval de bataille au quotidien pour favoriser justement cette insertion professionnelle. Alors, d'autres chiffres qui sont parlants aussi, des chiffres de la GFIP qui datent de fin 2020. Fin décembre, donc, 476 853 adultes handicapés sont demandeurs d'emploi, soit 7,8% des chômeurs. Et leur taux de chômage est toujours le double du taux général. En revanche, les travailleurs handicapés connaissent un chômage de longue durée qui persistant à 64% contre 50% en général. Pour résumer, en fait, le taux de chômage est 2 fois plus élevé que pour les autres travailleurs et les personnes handicapées restent plus longtemps sans emploi que les autres. Ça montre quand même effectivement qu'il y a un réel problème par rapport à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, Antoine. C'est un véritable enjeu, qui plus est, pour encore plus étayer ces chiffres, une majorité, un demandeur d'emploi en situation de handicap sur 2 a plus de 50 ans. D'où l'enjeu d'accompagnement à l'évolution ou à la reconversion professionnelle de ces publics pour retrouver un emploi durable, parce que ce n'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on ne va pas pouvoir retravailler, et qui plus est pour une personne en situation de handicap. Et heureusement. Alors il y a des choses qui sont mises en place, qui ont été mises en place ces derniers mois. Une prime de 4 000 € par embauche d'une personne handicapée a été créée dans le cadre du plan de relance. Une aide qui a été même prolongée, qui devait s'arrêter, qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre prochain. Est-ce que vous en avez bénéficié, vous, Véronique Betoul ? Je suis en train de me dire que non, je crois. Je vous l'apprends, c'est peut-être une bonne nouvelle. Je voudrais qu'on parle de l'embauche de Frédérica. Vous êtes à quel poste aujourd'hui, Frédérica ? Alors moi, je suis garnisseuse en céramique. Ouais. Donc en fait, je retaille des anses et que je colle sur des tasses, la barbotine. Comment vous êtes rencontrées toutes les deux ? Par le biais de Cap Emploi. D'accord. Cap Emploi qui nous a transmis la candidature de Frédérica, puisque nous étions en recherche de personnel et on recherche avant tout des compétences et un savoir-faire, de la minutie, du travail soigné. Et on est passé par un dispositif qui s'appelle l'AFPR, l'Action de formation préalable au recrutement, qui permet d'avoir le demandeur d'emploi pendant 2 mois et demi à peu près dans l'entreprise. À l'essai, finalement ? Voilà, finalement, pour valider le savoir-faire, puisque nous, c'est vraiment un savoir-faire. Et ensuite, nous avons connu quelques péripéties, mais on est heureux d'avoir pu intégrer Frédérica. Au niveau médical, c'était un peu compliqué. Comme en fait, je devais, par rapport à mes problèmes de santé, je pouvais pas être en temps plein. Oui. Et donc du coup, au départ, c'était
pour nous, ça n'avait pas été précisé, si vous voulez. Et bon, voilà, ça nous a un petit peu... un peu freiné, du coup. Un peu freiné. Et puis finalement, voilà, maintenant, on a mis en place des choses. Il y a eu une étude de poste qui a été faite pour Frédérica et pour une de ses collègues aussi, qui est également en situation de handicap. Voilà, avec là, actuellement, un essai de siège vraiment spécifique parce qu'elle a un travail assis, elle fait appel à ses coudes, ses épaules, voilà. Donc, il y a un travail qui a été fait par un ergonome. Donc, un aménagement de poste pour vous, Frédérica, qui vous convient aujourd'hui. C'est plus facile, vous avez moins de douleurs, c'est ça? Oui, je suis mieux installée, en fait. Donc, du coup, ça me force moins sur les épaules, sur les coudes, les avant-bras. Enfin... Et ce travail d'accompagnement a été fait aussi par une personne de Cap Emploi. D'accord. Voilà. Ce travail, il est essentiel aujourd'hui? Ah oui, totalement. On intervient en compensation du handicap et on essaie d'adapter au maximum les postes de travail aux personnes en situation de handicap, tout en collaborant avec la médecine du travail et les employeurs qui sont de plus en plus ouverts à même à aménager les situations de travail. Frédérica, quand vous repensez au travail que vous faisiez avant, vous étiez hôtesse J'étais hôtesse de caisse, vendeuse en charcuterie. Et c'est au moment où vous avez découvert effectivement votre handicap? Oui, quand je travaillais encore en tant qu'hôtesse de caisse, je m'est tombée dessus. Et pourquoi? Parce que là, effectivement, votre poste, il est aménagé. Pourquoi ça n'a pas été possible dans votre emploi précédent? Parce qu'en fait, tout au début, comme j'ai eu la pathologie, j'avais pas eu encore le traitement adéquat. Donc, du coup, ça a été très compliqué. Je me suis retrouvée en arrêt à un bon moment. Et au moment de la reprise, parce que évidemment la sécurité sociale, je ne l'ai plus suivre, donc il a fallu bien que je reprenne. Et le problème, c'est que j'étais pas incapable de reprendre. Donc, dans l'état où j'étais, ils m'ont passé en inaptitude parce qu'il n'y avait aucune adaptation de poste pour moi, quoi. Et ça arrive souvent qu'il n'y ait pas d'adaptation possible, parce que quand on parle de maintien dans l'emploi, ça veut dire adaptation des postes de travail. En effet, mais il y a certaines situations où il n'y a pas d'adaptation possible et la médecine du travail procède à un licenciement pour inaptitude. Véronique, vous en tant que chef d'entreprise, vous étiez sensibilisée déjà au handicap ? Oui, d'un point de vue personnel, puisque déjà à titre personnel, nous avons 3 enfants, dont 2 qui sont autistes. Donc effectivement, le handicap, je dirais qu'on le côtoie depuis très très longtemps. Moi, j'ai envie de dire, avant tout, avant de parler des quotas, de l'obligation de l'emploi de 6%, c'est vraiment, je pense, une responsabilité sociétale que nous avons en tant qu'employeur. Parce que pourquoi une personne en situation de handicap, que ce soit de naissance ou par un accident ou par la maladie, pourquoi n'aurait-elle pas accès à un emploi au même titre qu'un autre? Le handicap fait peur et c'est vrai qu'il faut aussi accompagner les salariés qui sont dans l'entreprise et qui doivent aussi intégrer un salarié en situation de handicap. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes attentes avec ce salarié-là qu'avec les autres. Donc ça peut générer un peu de conflit, un peu d'inquiétude, un peu d'incompréhension en disant pourquoi on va aménager tout ça pour cette personne-là et pourquoi pas moi. Nous, aujourd'hui, on a un travail collectif, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur le travail qui a été fait autour du poste de Frédérica et de sa collègue pour en faire bénéficier les autres collègues. Parce qu'on se dit qu'en fait, on vieillit au poste que l'on occupe et qu'à un moment donné, si on peut les soulager déjà un temps soit peu dès maintenant, sans attendre qu'elles soient en difficulté, ça sera toujours ça de gagner. Ça peut faire effectivement gagner, tout le monde peut y gagner quelque chose. Et vous rejoignez ce que disait la personne dans le reportage qui employait aussi des personnes sourdes, c'est que finalement on a tous à y gagner à avoir une mixité au sein de l'entreprise. Complètement. Une personne en situation de handicap, elle a, comme vous et moi, envie de se sentir utile, envie d'avoir un rôle dans la société, envie d'avoir un minimum d'indépendance, et ça c'est tout à fait légitime. 62% des employeurs trouvent difficile ou très difficile d'embaucher un travailleur handicapé malgré les aides qu'ils peuvent recevoir. Antoine, tout le monde ne réagit pas comme Véronique. Donc c'est là où il y a ce travail de sensibilisation à faire auprès des entreprises. Oui, et le message qu'on peut faire passer, c'est qu'on ne recrute pas un handicap, et on ne recrute pas une personne handicapée. On recrute des compétences, on recrute une personne qui a des savoir-être, souvent très motivée,
puisqu'ils souhaitent se reconvertir, ont pu surmonter certains obstacles que d'autres personnes n'ont pas eu à surmonter. Et vraiment, aujourd'hui, c'est ça, c'est un employeur nous recrute une personne qui a des compétences. S'il n'a pas tout à fait les compétences, on peut mettre en place des dispositifs comme l'action de formation préalable au recrutement pour atteindre ces compétences-là. Mais vraiment, on recrute, et les employeurs recrutent des personnes motivées qui souhaitent rebondir professionnellement. C'est qui les meilleurs élèves? Ce sont des petites PME comme celle de Véronique ou des grosses entreprises qui ont parfois des politiques RSE, responsabilité sociale, etc. et qui affichent en tout cas avoir des politiques autour du handicap? Les logiques sont différentes peut-être entre les PME et les grosses entreprises. C'est vrai que les grosses entreprises qui ont beaucoup de salariés vont mettre beaucoup de moyens pour maintenir leurs salariés déjà en emploi. Et les PME, on travaille nous avec une PME sur deux qui n'a pas 20 salariés. Donc on n'intervient pas sur dire obligation d'emploi. Qui n'a pas l'obligation des 6%. Donc on a vraiment une porte d'entrée qui est totalement différente sur ces compétences et ces savoir-être-là. D'ailleurs, même les entreprises de moins de 20 salariés peuvent avoir droit aux aides qui sont mises en place. En effet, les aides de la GFIP notamment sont ouvertes à tout employeur et même aux travailleurs indépendants. Alors, une façon de faire tomber les préjugés, c'est aussi d'essayer, pour se rendre compte que finalement, employer une personne handicapée, c'est pas si difficile que ça. Ce jeudi 18 novembre, c'est la 4e édition du DuoD. Tuteurs et personnes en situation de handicap se rencontrent, apprennent à mieux se connaître, le temps d'une journée sur le lieu de travail. Exemple dans une entreprise du Lot-et-Garonne, reportage de José Souza et Christelle Arfel. Ils ne se connaissent que depuis ce matin, mais une certaine complicité s'est déjà installée. Christophe est le tuteur et Jennifer, en situation de handicap, se familiarise avec le monde du travail. Comment elle se débrouille, la Jennifer, depuis ce matin? Très bien, très bien. Là, il y en a un peu trop, là. Elle se débrouille très bien. Très bien. Elle est très attentive à ce qu'elle fait. Et c'est un plaisir de travailler avec elle. Jennifer fait habituellement du ménage au sein d'un ESAT, établissement et service d'aide par le travail, ou à l'extérieur. Le travail à la chaîne, c'est nouveau pour elle. C'est pour ça justement qu'on fait le DuoD, pour que les gens comprennent que même quand on est dans un CAT, on peut travailler normal. Malheureusement, ils sont peu nombreux à cause du Covid, mais on a quand même 28 personnes qui participent. Donc dans différentes entreprises et administrations, Agen et autour d'Agen. 28 sur les 160 que compte l'établissement, difficile de favoriser l'emploi des personnes handicapées par temps de confinement. D'autant que le DuoD, c'est aussi faire évoluer le regard sur le handicap au sein même des entreprises. Au-delà de l'accueil de cette personne, on va découvrir ce qu'est le handicap. On n'a pas tous la même expérience personnelle par rapport au handicap et ça peut lever des craintes. Pour Aurélie, toutes les craintes ont été levées après un premier DuoD en 2016, suivi d'un parcours progressif dans le monde du travail. Depuis 2 ans, cette jeune femme en situation de handicap fait partie de l'entreprise. Ça fait du bien de voir des exemples comme ça positifs. France Télévisions se mobilise d'ailleurs comme beaucoup d'entreprises pour ce DuoD. Chez vous aussi, Véronique Boutoul, vous vous mobilisez? Oui. Vous accueillez quelqu'un pendant le DuoD? On accueille un salarié effectivement d'un ESAT de Saint-Junien. D'accord. Jaouen, vous, le DuoD, vous connaissez pas finalement? Non, je connais pas. Vous n'avez jamais eu à faire à participer à un DuoD. On va revenir sur votre parcours. Quelle formation est-ce que vous avez suivie? J'ai un CAP horticole. Oui. Et c'est tout. Et après, vous avez fait de l'apprentissage? Et après, j'ai fait 2 ans d'apprentissage en horticulture, donc, suivi d'une période de chômage, suivi d'un emploi pour monter et démonter des chapiteaux, donc un travail manutentionnaire, quoi. Qui était finalement, vous me disiez, un peu trop difficile par rapport peut-être à votre handicap? Trop physique? Difficile par rapport à mon handicap peut-être, mais... après, je sais que j'ai la volonté parce que voilà. Il en faut, quand on a un handicap, finalement, est-ce qu'il faut plus de volonté que les autres pour réussir, selon vous? Non, au contraire, c'est plus facile d'en avoir parce qu'on est confronté aux obstacles, donc on doit les surmonter obligatoirement. Donc il faut être plus volontaire que quelqu'un qui n'a pas de handicap. Oui, voilà. Plus volontaire. Ouais. Vous avez été accompagné, vous, par Cap Emploi? Oui, j'étais accompagné. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Ils vous ont aidé à quoi? Du coup, le travail que je fais maintenant, là.
Donc vous êtes employé dans une mairie, à la mairie de Vers. De Vers. Ouais. Et c'est grâce à Cap Emploi qu'ils ont Grâce à trouvé une Cap Emploi formation. qui m'ont trouvé une formation, et dû à cette formation, j'ai fait un stage dans 2 mairies, et j'ai choisi la mairie de Vers. D'accord. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, je suis depuis le mois de septembre. Ouais. Voilà, très Vous bien. vous sentez bien accepté par, Oui, voilà, impeccable. par vos collègues, Oui. par les gens aussi de la commune? Oui. Ouais, très tout à bien. fait. Antoine, quels sont les domaines professionnels, les métiers dans lesquels peut-être il y a le plus de personnes handicapées? Il y a des grands secteurs comme ça ou pas forcément? Alors, il y a quand même, par rapport à la prégnance du secteur tertiaire, beaucoup de personnes qui s'orientent vers ce secteur-là, qui peut être un petit peu moins pénible, on va dire, que certains autres secteurs, mais on se cantonne pas justement à orienter les personnes sur un secteur d'activité particulier. On va vraiment partir de leurs compétences, savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont envie de faire, et ce que le marché du travail aussi propose à l'heure actuelle. Et c'est avec ce triptyque-là qu'on va pouvoir accompagner justement les personnes sur un métier ou un projet professionnel A, B ou C. Il y a quand même moins de cadres, je crois, en situation de handicap. En effet, il y a moins de personnel cadre. Alors, est-ce que c'est par rapport à un souci de reconnaissance ou autre? On n'a pas tout à fait les explications. Mais c'est vrai qu'en termes de proportion, on accompagne beaucoup plus des personnes qui s'orientent sur des métiers bac ou infra. Alors, vous parlez du souci de la reconnaissance. Je trouve que c'est intéressant parce que parfois, il peut y avoir des blocages pour que la personne qui est confrontée au handicap puisse faire la démarche d'être reconnue. Je ne sais pas, Frédérica, pour vous, vous l'avez entamé facilement, ce process d'être reconnue travailleuse handicapée? Oui, ça a été reconnu rapidement, en fait. Ouais. Vous aussi, Anthony? Oui, bah après moi c'est directement à l'hôpital qu'ils sont chargés de tout le dossier et ça a été reconnu. Et vous aussi, Jawan, pareil? Oui. Comme en plus vous avez grandi avec vos handicaps respectifs, c'était peut-être plus naturel. Peut-être que c'est plus difficile pour une personne, un adulte qui est en situation de travail, etc., et qui soudainement est confronté au handicap. Parfois, il peut y avoir un déni et on ne veut pas en parler. Et souvent, le handicap est assimilé à la notion d'incapacité. Oui. C'est là la problématique, c'est je suis handicapé. Ou alors, si je fais une demande de reconnaissance administrative de mon handicap, c'est-à-dire que je vais être incapable, et non pas du tout. C'est vraiment ce travail-là, on prend en compte une situation à un instant T. Ça va nous permettre de bénéficier justement d'aide et de mesures, de dispositifs pour pouvoir rebondir professionnellement et d'être accompagné au mieux. Finalement, ce que vous dites, c'est que le handicap ne doit pas être synonyme de problème, d'arrêt de travail, parce que ça aussi, c'est un des préjugés, des clichés qu'on peut avoir en tête. Non, justement, et si l'environnement de travail est adapté à la personne, il n'y a pas plus d'arrêt de travail au quotidien. Et justement, quand on bénéficie de mesures ensuite de prévention, ça sert vraiment à l'intégralité du collectif de travail. Jawan, vous, finalement, avec le petit recul que vous avez, parce que vous êtes encore finalement très jeune, est-ce que vous pensez quand même que votre handicap vous a mis des bâtons dans les roues dans votre parcours professionnel? Ah bah oui, évidemment, parce que j'aurais été bien plus vite. Ouais. Mais bon, on fait avec. Moi, j'ai grandi avec, donc maintenant, ça me dérange plus trop maintenant. Ouais. C'est bon, c'est accepté. Et est-ce que le regard des autres, j'ai envie de dire dans le domaine de l'emploi, mais même plus généralement, est-ce que vous le trouvez pesant, difficile? Quand j'avais 17-18 ans, c'est la phase où on se construit un peu. Ouais, là, c'était un peu dur, mais maintenant, là, bon, c'est accepté. Comme je vous dis, ça va, c'est bon. Voilà. Et puis, au contraire, j'aime être différent parce que je suis pas comme tout le monde. Donc, Ça, c'est super intéressant, je trouve, ce que vous dites. J'aime être différent, ça veut dire que finalement, vous acceptez vous-même en premier. Voilà, ça commence par là. Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque, du coup, vous-même, Frédérica, ce que dit Jawan? J'aime être différent et puis j'accepte. Oui, le problème, c'est que moi, j'ai du mal à l'accepter parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont compliquées dans le quotidien. Et qui ont changé, vous? Qui m'ont changé aussi parce que moi, c'est toutes les douleurs dans le corps. Donc, du coup, le moindre petite vaisselle, le moindre petit ménage, c'est compliqué pour moi. Est-ce que c'est quand même important pour vous aujourd'hui d'avoir un emploi, alors même si c'est pas à plein temps, mais c'était indispensable pour continuer une vie à peu près comme avant? Ah oui, mais je voulais vraiment retravailler, revoir du monde, avoir une vie sociale comme tout le monde et gagner ma vie normalement, sans être obligée de rester chez moi. Voilà. Anthony, vous, est-ce que vous pensez, comme disait Jawan, que finalement il faut sans doute plus de volonté que les autres quand on grandit avec un handicap pour faire un travail comme tout le monde? Déjà apprendre à vivre avec le handicap.
qui au départ était un peu dur pour moi. Étant jeune, je comprenais pas trop ce qui se passait. Oui. Et au fur et à mesure, avec les années qui passaient... Rappelez-nous votre handicap, vous qui êtes intervenu quand vous étiez Une jeune. maladie de Crohn. Ouais, maladie de L'inflammation Crohn. des intestins. Donc ça marche par... il y a des poussées, il y a des moments qui sont difficiles. Des inflammations qui viennent, donc, sauf que cette maladie a deux sens. Et moi, j'ai eu un sens où je ne me levais plus du tout du lit, je mangeais plus rien. Donc perte de poids, hospitalisation, qui a été un peu dur. Mais sinon, après, au niveau parcours professionnel, ça a été juste un peu pour les stages, c'était un peu compliqué. Et une fois que j'ai commencé l'intérim, ça... Est-ce que c'est quelque chose, quand on est reconnu handicapé, qu'on dit dans un entretien d'embauche, par exemple, tout de suite? Ou pas forcément? Moi, perso, je l'ai pas caché au patron. Je lui ai dit aussitôt et ça ne l'a pas dérangé. Donc, Antoine, quel conseil vous donneriez justement? Parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas forcé de dire quand on a un entretien d'embauche, si on a un handicap. En effet, nous, ce que l'on peut conseiller, c'est plutôt que de dire que l'on a un handicap ou pas, c'est la notion de restriction. Je me postule à tel poste de travail, j'ai ou je n'ai pas de restriction d'aptitude pour ce travail-là. Ça permet de rassurer l'employeur, de lui expliquer et d'instaurer un climat de confiance. Vous, Jawen, c'est pareil, c'est quelque chose que vous n'avez jamais caché? Si. Si. Ouais. Si, mais bon, au fil du temps, quand je vais voir l'employeur, je dis pas je peux pas, machin. Oui. Non, je dis ok, je fais le travail et après je dis non, je peux pas, machin. Et puis après on voit comment ça se passe. En fait, c'est mettre en avant, ce que vous disiez tous les uns les autres, c'est mettre en avant des compétences avant d'aborder peut-être le handicap. Véronique. Moi, je pense que c'est important. Là, c'est un peu mon expérience personnelle aussi qui est mise en avant, mais je pense que c'est important quand même d'échanger sur les difficultés, parce que je pense que plus l'employeur et l'entourage va être sensibilisé aux difficultés de la personne, et plus on pourra mettre en avant les aménagements et les solutions. Enfin, voilà, moi, c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Après, je peux comprendre qu'il y ait des réticences pour dire, voilà, je suis en situation de handicap, voilà quelles sont mes difficultés. Mais je pense que si on est clair et transparent, ça permet un échange direct sur les choses et tout de suite de se mettre au travail, de savoir comment on va aménager et qu'est-ce qu'on va proposer comme solution pour que la personne elle soit dans des bonnes conditions. Parce que si elle arrive et que nous on accueille régulièrement des stagiaires, des jeunes stagiaires, certains avec des situations un petit peu compliquées, et à chaque fois je pose des questions pour savoir quelles sont les typologies de difficultés. Je préviens nos salariés qui vont accompagner ou encadrer le stagiaire, parce que à quoi ça sert de rajouter de la difficulté là où il y en a déjà? Autant qu'on mette en avant des choses pour que le stagiaire arrive, qu'il soit bien accueilli, bien intégré, qu'il se sente à l'aise. Et c'est là où il va pouvoir révéler un petit peu ses compétences. Jawen, vous vouliez réagir? Oui, parce que les restrictions, je les dirais, mais pas dès le début. Genre, un peu après, quand même. Pas dès le début. Pas dire je peux pas. Non, faut pas dire ça. Faut dire je peux, et puis après, non, je fais pas ça. D'abord essayer avant de dire je peux pas. Voilà. Oui. Ouais. Antoine, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a aussi chaque personne, enfin chaque cas est différent finalement. Oui, mais ce que je retiens de ce que dit Jawen, c'est qu'il met d'abord en avant le positif plutôt que le négatif. Voilà, il met en avant ce qu'il sait faire, il met en avant sa motivation, plutôt que de dire voilà, aujourd'hui je suis en situation de handicap, je ne peux pas faire ça et ça. Et c'est, je pense, malgré tous les débats que l'on peut avoir, le conseil qu'on peut donner, c'est mettre en avant le positif en premier et mettre en avant sa motivation. Jawen, il travaille dans le secteur public, il est employé d'une mairie. Cap Emploi, vous accompagnez et le secteur privé et le secteur public? Oui, auprès de tout employeur. Par exemple, dans la situation de Jawen, on a mis en place un contrat aidé qui s'appelle un parcours emploi compétences, avec des formations pour aussi l'accompagner à la montée en compétences et à ce qu'il soit à 100% opérationnel en termes en tout cas de compétences sur le marché du travail. Alors, on a vu, par rapport aux chiffres qu'on donnait tout à l'heure, que le secteur public est peut-être un peu mieux placé que le secteur privé, mais il n'est pas complètement exemplaire encore. Non, il y a des progrès. Et puis il devrait l'être pourtant, peut-être. Il devrait l'être, mais même si tous les employeurs avaient atteint le quota des 6%, on se rend compte, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a 8,3% des demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap, donc il y aura encore 2%.
Donc si on veut être totalement exemplaire, il faut dépasser justement ces quotas et ces obligations. Alors, on va parler maintenant des entreprises adaptées. Vous travaillez, Anthony, dans une entreprise adaptée, chez IDVer. Va nous rejoindre votre collègue responsable commercial dans un instant. Il va remplacer Jaouen, qu'on remercie. Merci beaucoup d'être venu participer à cette émission. On va regarder tout de suite un reportage parmi les solutions, effectivement, pour insérer les personnes handicapées. L'entreprise adaptée peut vraiment être une bonne solution, comme chez IDEA Nouvelle-Aquitaine, à Limoges, qui emploie 80% de personnes handicapées. Reportage tout de suite de Camille Chignac et Guillaume Souda. Il est invisible, mais il a bouleversé son existence. Le handicap de Laetitia est devenu si pesant qu'il lui a fait perdre son emploi d'auxiliaire de vie. Cette mère de famille souffre de spondylarthrite ankylosante. C'est toujours délicat de le faire comprendre à quelqu'un. Moi, c'est un handicap qui ne se voit pas. Et du coup, dans une entreprise, c'est qu'est-ce qu'elle a celle-là, ou c'est comme ça que les gens peuvent penser. Ici, il n'y a pas ce raisonnement. Parce que tout le monde a un handicap, donc tout le monde respecte tout le monde. Laetitia vient d'obtenir un emploi administratif dans cette entreprise où 80% des employés sont en situation de handicap. Bonjour Laetitia. Bonjour Brigitte. Pour la responsable des ressources humaines, cela permet une bienveillance sans pareille. Une entreprise adaptée, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que la personne a un problème et on sera plus vigilant. Et on sait qu'on peut avoir des coups de mou, des coups de fatigue, des coups de déprime selon la pathologie que l'on peut avoir. Et là, c'est autorisé et puis on est aidé pour ça. Espace vert, bâtiments, nettoyage, ce prestataire de services emploie tout type de profil. Des personnes valides à celles souffrant d'autisme en passant par ceux qui portent un handicap physique. Pour beaucoup, ils ont été accompagnés par Cap Emploi 87, équivalent de Pôle emploi. Ici, la mission consiste à convaincre des recruteurs, souvent frileux, face au handicap. Les freins des employeurs sont souvent... J'ai de gros aménagements à mettre en place pour intégrer une personne en situation de handicap, et non. Et c'est là où nous, notre rôle trouve tout son sens, c'est de pouvoir trouver les profils adaptés auprès des employeurs et, si possible, compenser le handicap des personnes par exemple, des aménagements de poste. L'an dernier, Cap Emploi 87 a accompagné plus de 1700 personnes en situation de handicap à trouver ou retrouver un emploi. Eh bien oui, Antoine, vous vous êtes vu. En effet. Vous passez très bien avec le masque. Alors, je rappelle juste aussi un autre chiffre, mais au niveau national cette fois. Pour l'accompagnement de Cap Emploi, ce sont 179 883 personnes qui sont accompagnées. Ça, c'est les chiffres à fin 2019. Et 11 856 employeurs accompagnés donc par Cap Emploi. Ça fait beaucoup de monde finalement. Jérémy, bonjour. Jérémy Adjaï Boadi, vous êtes responsable commercial chez IDVer. Exactement. Vous connaissez bien sûr avec Anthony, vous travaillez dans la même entreprise, c'est une entreprise adaptée. Est-ce que vous pouvez nous présenter IDVer ? Donc IDVer est une structure adaptée, c'est-à-dire qu'on a près de 80% de nos collaborateurs en situation de handicap. Lorsque je vous parle d'handicap, c'est par exemple, donc ça peut être physique et psychique. Oui. C'est par exemple un ancien boucher qui suite à des opérations au niveau du bras ne peut plus porter plus de 35 kilos, donc est considéré comme une personne en situation de handicap. Donc il y a des handicaps visibles et d'autres invisibles. Invisibles, Exactement. Donc, on intervient sur tout l'ex-Limousin Poitou-Charentes et on propose à nos clients d'avoir un seul interlocuteur pour la gestion de près de 15 déchets différents. Et puis également, on a d'autres activités, mais bon, je vais essayer de faire court parce que sinon le commercial qui est en moi, on n'aura plus le temps de parler et puis on va jamais voir la fin de l'émission. Anthony, c'est quoi votre poste, votre job exact aujourd'hui chez IDVer ? Moi, j'ai l'emploi d'agent de collecte et tri des déchets. Donc vous passez dans les entreprises ? Oui, pour les collectes. Ouais. Chez France 3 notamment ? Oui, à La Rochelle. Ouais. Donc j'ai suivi de planification et responsable du parc automobile. Vous avez évolué ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années ? Il y a cette année, j'ai eu la responsabilité du parc automobile pour soulager un de mes collègues de Limoges qui a ce poste aussi. Jérémy, est-ce que vous avez vu des salariés qui sont arrivés chez IDVer et qui ont réussi vraiment à s'épanouir grâce au travail ? Et puis, donc par exemple Anthony, Anthony du coup qui est arrivé dans la structure il y a 2 ans, qui avait commencé un peu plus, non ? Oui, c'est dans ma 4e année. Quatrième année, excusez-moi. qui du coup avait commencé en tant qu'agent de collecte et qui aujourd'hui sur le site de Château-Bernard. Donc on a le siège qui est affiché dans le 87, on a également 2 autres sites, dans le 16 à Château-Bernard et un autre à Étré, dans le 17. Et Anthony du coup aujourd'hui a plus de responsabilités sur le site de Château-Bernard. Est-ce qu'il y a un management particulier quand on est en responsabilité comme vous dans une entreprise adaptée, qu'on a beaucoup de salariés
handicapés? Exactement. Vous savez, dans les entreprises adaptées, il faut un accompagnement. C'est-à-dire que nous, on a pour but, bien sûr, de sensibiliser les citoyens concernant le handicap, c'est-à-dire voir d'abord l'humain avant le handicap. Et on a des handicaps des handicaps qui nécessitent un accompagnement très poussé. Donc, on les accompagne et puis également, on a pour objectif de les pousser vers la sortie. Vers la sortie, exactement, vers des entreprises traditionnelles. Ouais. Souvent, c'est pas le plus facile, mais voilà, c'est notre objectif. Anthony, vous êtes bien là où vous êtes? Oui. Vous avez envie d'y rester chez IDVER? Pour l'instant, oui, en tout cas. Et d'y évoluer encore? Continuer. Ouais. Alors, Antoine, essayer de monter le plus haut possible. Et vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une entreprise ordinaire, entre guillemets? Le temps que tout se passe bien. Ouais. Pourquoi changer? Antoine, je voudrais vous faire réagir parce que, effectivement, ce que disait Jérémy, c'est que les objectifs d'une entreprise adaptée, finalement, est-ce que c'est pas de pousser les salariés qu'ils aient confiance peut-être, qui rentrent dans le monde du travail, mais après de les pousser vers les entreprises ordinaires? Si, il existe d'ailleurs des dispositifs, les CDD tremplins au sein des entreprises adaptées, qui sont des contrats de 4 à 24 mois avec un objectif d'accompagner les personnes à intégrer ensuite un poste vers le milieu ordinaire. Et nous, les entreprises adaptées sont des partenaires privilégiés des Cap Emploi. Outre le travail, le contrat de travail, on les sollicite pour nos demandeurs d'emploi, pour découvrir des secteurs d'activité, des métiers, notamment par l'intermédiaire de stages. Et c'est vrai que les entreprises adaptées nous aident beaucoup au quotidien dans ce travail de reconversion professionnelle. Oui, et est-ce que quelqu'un qui quitte un métier, comme Frédérica par exemple, est-ce que vous verriez, vous, travailler dans une entreprise adaptée? Ou pour vous, non, il n'en était pas question? Si. Moi, tant que j'ai un travail, après, c'est pas un problème. Parce qu'il n'y en a pas certains qui peuvent avoir peut-être peur d'une étiquette qu'on leur met, à savoir quand on travaille dans une entreprise adaptée, ça veut dire qu'on est handicapé et qu'on ne pourra pas y sortir. On parlait de préjugés tout à l'heure sur le handicap. Donc le fait de travailler au sein d'une entreprise adaptée, on peut avoir le préjugé aussi de cette étiquette-là. Les entreprises adaptées sont avant tout des entreprises du milieu ordinaire et ils adaptent leur poste de travail aux personnes en situation de handicap. Donc il n'y a pas à avoir de préjugés par rapport à ces entreprises qui effectuent des tâches au quotidien qui sont semblables à des entreprises classiques. Tout à fait, mais effectivement les préjugés, on l'a dent dure parfois. Oui. Est-ce que finalement il y en a beaucoup qui arrivent à sortir des entreprises adaptées, beaucoup de salariés qui arrivent quand même à franchir le pas dans le milieu ordinaire, puisqu'on parle d'inclusion de plus en plus? Il y a beaucoup de CDI aussi au sein des entreprises adaptées, mais ce sont des évolutions qui sont en cours. La sortie vers le milieu ordinaire des entreprises adaptées ou des ESAT sont des points d'évolution et probablement en plein développement pour les années à venir. Alors le point d'évolution peut-être aussi, c'est le temps partiel. J'imagine que dans une entreprise adaptée, il y a peut-être plus qu'ailleurs du temps partiel. Exactement. Donc en fonction de l'handicap de la personne, effectivement, il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler à temps plein, donc qui travaillent à temps partiel. Et puis, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant la sortie vers des entreprises traditionnelles. Oui. Nous, lorsque, par exemple, une personne de chez IDVER va ensuite dans une entreprise traditionnelle, nous gardons contact avec la personne. Ça, en cas de besoin, parce que souvent, étant donné qu'ils ont été suivis, encadrés dans notre structure, en allant vers une entreprise traditionnelle, souvent, c'est plus compliqué. Du coup, on essaie quand même de les rassurer en leur disant que voilà, on est là en cas de besoin. Et si jamais ça ne se fait pas dans cette entreprise, on va toujours les accompagner pour trouver une autre entreprise. Et vous les accompagnez, Cap Emploi aussi accompagne, et vous avez aussi des entreprises un peu partenaires privilégiés, ordinaires entre guillemets? Sans citer de nom, je ne sais pas si je peux dire les noms. Mais aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de voir avec Hermès Nantran. Oui. Pour pouvoir placer une collègue de chez nous et puis également des grandes maisons de cognac aujourd'hui qui sont vraiment sensibilisées à l'handicap et je pense qu'il y aura une possibilité de collaborer avec eux pour ces personnes. Jérémy, qu'est-ce qui vous a amené, vous, chez IDVER ? Donc, moi, je suis arrivé chez IDVER, à la base, c'était un job étudiant, donc pour finir mon master. Et du coup, je ne savais même pas que j'ai travaillé dans une entreprise adaptée. C'est à la fin de mon contrat que mon gérant, donc Emmanuel Coutelier, m'a donné la définition d'une entreprise adaptée et m'a ensuite expliqué que les personnes qui travaillaient avec moi pendant mon job étudiant
étaient des personnes en situation de handicap, mais je ne le savais pas. Ça, c'est génial. Donc c'est à la fin, je me suis dit, c'est le côté humain et le côté bienveillant de la structure qui m'a poussé à rester chez IDEVER. Ça fait du bien d'entendre aussi ce témoignage. Je sais pas, on disait effectivement, Véronique, tout à l'heure, que ce côté humain, il est primordial. Oui. Et que... Oui, je pense que... on parle de cette obligation de 6%, mais je pense que tant que le chef d'entreprise n'a pas cette conviction, en fait, de vouloir offrir une opportunité de travail à une personne en situation de handicap, voilà, le chemin semble long. Et je voudrais revenir sur l'inclusion, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est difficile pour des salariés en situation de handicap de trouver un emploi, mais à mon sens, c'est parce que le travail de l'inclusion doit se faire bien plus tôt, c'est-à-dire dès l'école maternelle. On sait que ça peut être déjà compliqué pour des jeunes élèves qui sont en situation de handicap, et plus l'inclusion se fera tôt, et je pense que forcément il y aura des répercussions ensuite sur le milieu professionnel. Antoine, vous abondez dans le sens évidemment de Véronique, c'est toutes les mentalités pour qu'elles changent finalement. Il faut que c'est la société qui doit changer, c'est pas que le monde du travail. Oui, il y a deux leviers, notamment la prévention aussi, puisque nous on intervient beaucoup sur des situations dans le curatif. Si on peut dire comme ça, on attend que la personne ait des problématiques de santé pour intervenir. Et parler de handicap dès le plus jeune âge. On parle beaucoup de thématiques depuis le plus jeune âge, et il me semble que maintenant le handicap doit faire partie du dialogue, doit faire partie au quotidien des thématiques pour au mieux expliciter au plus grand nombre ce qu'est le handicap au quotidien. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de leviers mis en place, d'aides mises en place par les pouvoirs publics aujourd'hui? Est-ce que tout est là? Est-ce que c'est juste les mentalités qui doivent changer? Alors, il y a beaucoup d'aides. La problématique, c'est la complexité de ce nombre d'aides à mobiliser en fonction des situations. Aujourd'hui, on ne peut pas intervenir de façon automatique. Vous êtes dans une telle situation, j'ai droit à ça, ou vous avez droit à ça. Alors, c'est la richesse de notre métier, mais c'est peut-être un petit manque de clarification qu'on pourrait avoir auprès du grand public pour mieux accompagner et mieux faire connaître justement tous ces dispositifs-là. Alors, si vous avez justement, là, quelqu'un nous regarde et se dit ou vient d'être confronté au handicap et ne sait pas trop par quel bout prendre la chose et qui aller voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le process à respecter? Si une personne qui est en situation de handicap peut contacter son Cap emploi local à partir du moment où il y a une relation avec le travail, qu'elle soit demandeur d'emploi ou rencontre des problématiques sur son poste de travail. Mais avant ça, c'est la MDPH. La MDPH, c'est la maison départementale pour les personnes handicapées, qui est présente dans chaque département, au même titre que Cap emploi. Et c'est peut-être le premier interlocuteur. C'est un guichet unique pour toutes ces demandes. Ouais. Et on l'abordait tout à l'heure, mais certaines personnes ont peur ou n'ont pas envie d'avoir une étiquette personne handicapée. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui parce qu'il ne faut pas que ce soit tabou, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour peut-être les inciter à se faire reconnaître travailleurs handicapés? Ça leur permet de bénéficier de leviers complémentaires par rapport à leur situation et pour pouvoir trouver une issue favorable. Et l'étiquette, ils l'auront pas. On va pas le graver dans le marbre. C'est une situation qui est évolutive à un instant T. Aujourd'hui, une personne qui est en situation de handicap a une reconnaissance, peut demain ne plus l'avoir puisque sa situation s'est réglée. Donc, il faut se lancer pour pouvoir être au mieux aidé et accompagné. Je voudrais qu'on regarde ensemble un dernier témoignage qui va nous emmener à Bordeaux. Dernier témoignage d'une belle insertion réussie. Reportage de Marie Neuville. Regardez. Ça c'est blanche, dorée, très cuite. Alors bien cuite. Bien cuit. Un regard rempli d'attention. À 40 ans, Pierre atteint de trisomie 21 est en CDI dans cette entreprise de 650 employés. Déjà, il y a ma photo qui est là, qui est en face de moi. Et je continue parce que, en fait, ici, c'est mon univers carrément. Et je vais reprendre aussi que je souhaiterais de continuer et de m'évoluer encore plus et encore plus. Implication d'un côté, complicité de l'autre. Pourquoi il y a d'autres sacs différents? Et c'est parce qu'il n'y avait plus de sacs. J'avais jamais travaillé avec quelqu'un comme ça, mais j'avais pas du tout d'a priori. On m'a pas forcément dit de choses mauvaises ou si ça allait être compliqué, donc je me suis fait mon propre avis sur Pierre. Derrière cette inclusion, des acteurs convaincus des bénéfices de l'emploi pour tous en milieu ouvert.
C'est une saine émulation de l'équipe. C'est un esprit de solidarité décuplé. C'est la fierté aussi d'une équipe. Moi, Pierre, je le considère comme un employé lambda. On ne se focalise pas sur les difficultés ou sur le handicap. On va partir de ce qu'il est capable de faire. Et on va petit à petit monter en compétences en environnement. Et on va surtout travailler avec les employeurs, avec les entreprises du milieu ordinaire pour adapter l'environnement. En finir avec les milieux protégés et l'exclusion. Les résultats sont là. Les régions Nouvelle-Aquitaine et Corse sont les bons élèves en matière d'intégration professionnelle. C'était donc un reportage de Marie Neuville et Marie Panetra. On a quelques minutes, 2-3 minutes pour conclure. J'ai envie de vous laisser la parole pour quel message vous auriez à faire passer. Qu'est-ce que vous avez envie que les gens qui nous regardent retiennent peut-être de cette émission, des reportages qu'on a vus. Frédérica. Écoutez, je ne sais pas trop quoi dire. Je vous prends un peu de cours. Oui. Là, mais vous avez envie que le regard des gens, d'une façon générale, change sur le handicap. Vous avez envie que les choses soient peut-être plus faciles. Il y a certains handicaps qui sont invisibles et beaucoup de gens ne comprennent pas. Ouais. C'est quand on nous voit travailler ou on nous voit marcher, on se dit tiens, ce qu'elle a. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que le quotidien est compliqué. Et c'est vrai qu'il ne faut pas juger les gens qui sont reconnus travailleurs handicapés et qui ont forcément des fois des handicaps invisibles. Et que ça peut nous arriver, ça peut arriver à tout tous, le monde, évidemment. Oui, malheureusement. Anthony, un petit mot aussi pour conclure, peut-être un message à faire passer. Comme ça, là... Alors Jérémy, peut-être. Oui, donc moi j'aimerais vraiment qu'on essaie de voir l'humain avant son handicap. C'est très important. Et qu'aujourd'hui, sincèrement, on ne doit pas avoir honte de son handicap. Au contraire, ça peut être une force. Et ça peut être enrichissant aussi pour tous ceux qui côtoient le handicap comme vous. Exactement. Véronique Betoul, pareil, un petit message à faire passer. Il ne faut pas avoir peur du handicap. En tant qu'employeur, il faut oser. Il faut oser, une première fois en tout cas, recruter un salarié en situation de handicap parce que demain, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut être tous concernés de près ou de loin par le handicap. Donc, et puis effectivement, je trouve que ça donne un point de vue différent aussi à l'ensemble des collaborateurs. Finalement, j'ai envie de dire, la mixité, quelle qu'elle soit dans l'entreprise, est bonne pour l'entreprise aussi. Bien sûr. Des femmes, des hommes, voilà. Et c'est ce que je dis, on a un rôle, il me semble, essentiel et sociétal important. Et le mot de la fin pour Antoine Duverneuil. Quand on parle de handicap, il n'y a pas de tabou. Donc si une personne a des questions, peu importe qu'ils soient employeurs, demandeurs d'emploi, salariés, il faut qu'ils se rapprochent des organismes qui pourront leur répondre et qui pourront les accompagner. Donc, libérez la parole. Voilà, osez parler de votre handicap, osez poser des questions si vous êtes un employeur. Je voudrais vous donner quand même un site internet qui est super intéressant, emploi-nouvelle-aquitaine.fr. C'est un site sur la Nouvelle-Aquitaine. Il y a des offres d'emploi, de formation. Il y a pas mal de choses autour du handicap, des émissions aussi sur ce site internet et des offres d'emploi aussi ouvertes aux personnes handicapées, évidemment. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les 5, à tous les 6 avec Jawen qui nous a quittés tout à l'heure, d'avoir participé à cette émission. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission Disputant Doom. Bonne fin de journée, au revoir.